Donc ces recommandations, on les a traduites ce mois-ci au sein du GFA GNP. Si ça vous intéresse, voilà, elles sont là, mais le plus important, c'est pas ça. Ça sera distribué, ça sera facilement accessible. Ce que je voulais pointer là-dessus, c'est le premier, c'est que les niveaux de preuve, malgré cette méthodologie très rigoureuse, on n'est tombé que sur des niveaux de preuve faibles à très faibles. C'est-à-dire que malgré tout, comme c'était une somme de petites études avec pas forcément toujours la même méthodologie, on n'arrivait pas à en dégager des choses importantes. La deuxième chose qui est très importante, c'est que là, sur notre tableau, pardon, je vais le remettre, vous voyez qu'ici, ce sont des noms de souches bactériennes que je mets. Or, autant pour le médicament, quand vous prescrivez de l'amoxicilline, peu importe la marque de spécialité, vous êtes sûr que vous allez avoir de l'amoxicilline dans la boîte. Or, on s'est rendu compte aussi avec l'EBSGAN que ce n'était pas le cas pour les souches probiotiques, comme ce sont la plupart du temps des compléments alimentaires et non des médicaments, et bien parfois, dans la gélule, il n'y a pas ce qui est écrit sur la boîte. Donc vous voulez prescrire une souche, fût-elle d'intérêt, mais vous n'êtes pas sûr que le produit que vous allez donner à votre patient contienne bien cette souche, etc. Donc, l'EBSGAN a listé un certain nombre de critères en disant, ben voilà, il faut que celui qui produit cette souche vous garantisse que la souche est présente en nombre suffisant jusqu'à la fin de la durée de conservation, qu'il peut se retrouver jusqu'au côlon sans être détruit, qu'il est capable de coloniser l'intestin, qu'il a évidemment un effet bénéfique, donc ça c'est l'essai randomisé contrôlé, et surtout qu'il est exempt de contamination, parce qu'il y a eu des histoires de chasse d'enfants infectés par des souches contaminantes dans le produit. Donc, si on veut résumer un petit peu, il y a effectivement, et je pense que c'est quelque chose que vous ressentez, quelque chose d'inversement proportionnel, c'est-à-dire d'un côté, un énorme marché des probiotiques et d'un autre côté, des preuves issues des essais randomisés contrôlés qui sont limitées. Alors évidemment, on va demander des essais de plus grande qualité, des études mécanistiques, que évidemment les recommandations doivent être liées aux souches, mais ça, ce sont, je dirais, des vœux pieux, puisque personne n'obligera les probiotiques, qui sont des compléments alimentaires, à faire ces études, puisqu'elles n'ont pas besoin de déposer des dossiers d'AMM. Et là, j'en viens peut-être à une perspective un petit peu... disons de demain, aujourd'hui, demain, c'est que dans le monde de la modulation du microbiote, on est passé... Alors les prébiotiques, qu'est-ce que c'est? Les prébiotiques en particulier, c'est votre alimentation, ce sont les fibres que vous mangez. Donc ce sont des aliments. Avec les probiotiques, ce qu'on appelle traditionnels, on dit, ah bah tiens, les bifidobactéries, les lactobacilles, c'est bien, c'est dans le yaourt, ça fait du bien. Voilà, donc tout ça, ce sont plutôt des compléments alimentaires. Et puis on s'achemine plutôt vers des probiotiques de nouvelle génération, dont je vais vous dire un mot, voire des postbiotiques, c'est-à-dire une fois qu'on a compris le mécanisme par lequel le probiotique agit sur l'écosystème et ensuite agit sur l'hôte, eh ben on dit on va donner directement la molécule qui agit sur l'hôte au lieu de faire toutes ces inférences de souches qui doivent coloniser un intestin. Et donc ça, on va plutôt vers le médicament, et donc on est en train de switcher du complément alimentaire aux médicaments. Et je vous donne un exemple justement de ces probiotiques de deuxième génération. Là, la démarche est tout à fait différente. Alors, je prends l'exemple de la maladie de Crohn, qui est la maladie que je connais le mieux. Donc, c'est l'équipe d'Harry Sokol, essentiellement à Saint-Antoine, qui a montré que chez les patients, ils étaient déficients, disons, d'une bactérie qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii. Il a montré un effet mécanistique, qu'elle produisait une protéine anti-inflammatoire. Et maintenant, il en est aux études cliniques de donner spécifiquement cette bactérie à des patients qui sont atteints de maladie de Crohn pour essayer soit de les induire à la rémission, soit d'éviter la récidive. Alors, il y en a d'autres. Alors, celle, comme Patrick est modérateur, je vais parler de Akkermansia muciniphylla, qui est à l'obésité et au syndrome métabolique, ce qu'est Faecalibacterium prausnitzii à la maladie de Crohn. Et là, manque de bol, les études cliniques ont montré que ça ne marchait pas. Donner de l'Akkermansia muciniphylla à des obèses ne les fait pas maigrir. Voilà. Au mieux, ça améliore un peu quelques paramètres biologiques. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Encore une fois, je ne vous ai pas déroulé des études cliniques, j'ai essayé de vous donner juste des clés de compréhension parce que c'est un monde en mouvement
Et je suis persuadé que c'est comme ça qu'il est bon de lire les études sur le microbiote. Et encore une fois, un grand merci pour cette invitation dans cette ville magnifique. Et je sais pas.